Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous n'écoutez pas nos questions. Ah si. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir toujours raison? Je ne relève pas le côté un peu agressif de votre question. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas Je vous reconnais bien là, dans la provocation. Bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Et voilà, c'est Jean-Pierre Elkabbach. En tout cas, ce sont des petits extraits de cette longue carrière. Et pour en parler quelques instants, forcément quelqu'un qui le connaît bien, puisqu'il en tout cas, il l'a pas imité, mais il a imité pendant assez longtemps Georges Marchais. Georges Marchais, oui. Ouais. Pierre Douglas, humoriste, chansonnier, comédien, qui joue au théâtre des Deux Ânes. L'habit ne fait pas le kir. Un excellent breuvage, de Sylvain Beltran. C'est la première ce soir, donc on ne va vous avoir que quelques minutes, Pierre Douglas. On voudrait vous poser quand même une question qui nous paraît importante, parce que les chansonniers, ils observent les journalistes, ils observent les politiques, et vous le faites vous aussi depuis des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque d'épaisseur? Les journalistes politiques, les deux, ou aucun des deux? Vous avez 4 heures, mais vous êtes sur scène dans 20 minutes. En 4 minutes, je vais vous dire que les stars politiques nous manquent. Hein. Les stars politiques nous manquent et les stars journalistiques nous manquent aussi. Si vous me disiez, à votre avis, quel est un très grand journaliste politique aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre. Maintenant, il ne faut pas leur en vouloir. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de journalistes dans la quarantaine, comme Anne-Sophie Lapix, comme Esther Coudray, comme Gilles Boulot. Ce sont des gens qui... Elkabbach nous quitte alors qu'il avait presque 60 ans de carrière. Oui. Et au bout de 60 ans de carrière, il fait la une de tous les journaux aujourd'hui parce qu'il nous a quittés hier. Il n'y a pas beaucoup de journalistes aujourd'hui dont on peut dire qu'au bout de 50 ans de carrière, ce sont des vedettes, parce que j'en vois pas beaucoup. Elisabeth Lee veut réagir. Oui, peut-être parce que beaucoup sont obsédés justement par l'idée de devenir des vedettes et que l'image a beaucoup absorbé. Mais moi, je voulais juste vous livrer une anecdote. Un jour, je me rappelle, je faisais un papier sur le JDD à l'époque, le journal qu'on achetait avec le poulet rôti, qu'on achète avec le poulet rôti du dimanche. Et je me rappelle avoir parlé à une jeune journaliste. Je faisais dans la discussion, elle m'a dit, mais moi, j'ai fait ce métier pour ne pas avoir d'opinion. Et, si vous voulez, parce que moi, je lui disais, mais on fait un métier intellectuel. Pour moi, le journaliste, c'est un métier de réflexion. C'est un métier qui consiste à rendre les choses intelligibles. C'est pas juste quelqu'un de neutre, un intermédiaire neutre entre l'événement et le public, si vous voulez. C'est ça la vocation du journaliste, c'est de rendre le monde, de contribuer à rendre le monde intelligible. Eh bien, je trouve que ça fait longtemps que les journalistes ne sont plus des intellectuels et je le déplore. Pierre Douglas, pardon, juste parce qu'on l'a quelques minutes. Philippe me répond. Non, mais... non, c'est parce qu'on l'a 2 secondes. Pierre Douglas, en fait, le taisez-vous Elkabbach, en fait, qu'il l'a pas dit. Georges Marchais, je l'ai jamais dit, en fait, c'est le Luron. Ouais. C'est le Luron qui l'a fait dire à Elkabbach, qu'il l'a fait dire à Marchais. Et de même que moi, si vous voulez, c'est un scandale, Marchais ne l'a jamais dit, c'est moi qui l'ai dit dans mes sketchs. Donc, comme on était ensemble avec le Luron, on a inventé un petit peu des dialogues comme ça. Mais Marchais n'a jamais dit taisez-vous Elkabbach. Mais c'est incroyable parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même incroyable que la fiction ait pris le pas sur la réalité et que le truc de l'humoriste ait remplacé le vrai propos. Quoi. Et ça faisait quoi? Ça donnait quoi? Ça donnait... Monsieur Marchais, vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Voilà. Et c'est un scandale? Et c'est un scandale. J'enregistrais le débat entre Raymond Barre, qui était joué par le Luron, et Marchais par moi-même. Et puis au tout début de l'interview, on avait préparé le texte, etc. C'était prêt.
il n'y avait pas du tout il y avait pas du tout le mot c'est un scandale n'était pas du tout dans le texte. Et voilà qu'au tout départ, on nous dit le tirage au sort a désigné Monsieur Barre pour parler le premier. Et à ce moment-là, moi j'ai dit mais c'est un scandale. C'était pas dans le texte. Et quand on enregistré au caveau de la République et que toute la salle a explosé de rire, je me suis dit comique de répétition, ils iront droit toutes les minutes. Voilà, c'est ça. Olivier d'Artigol. Une anecdote et après une question pour Pierre Douglas. Olivier Marché, le fils de Georges Marché, qui est un ami, a donné une anecdote en disant que Jean-Pierre Elkabbach a publié un livre dont le titre était Taisez-vous Elkabbach. Et Georges Marché a contacté Elkabbach en lui disant il y avait une relation humaine entre, en lui disant mais vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et ce titre pour une phrase que je n'ai jamais prononcée. Donc Elkabbach a invité Marché au restaurant et Georges a pris la bouteille la plus chère. Et quelles étaient vos relations, Pierre Douglas, avec l'homme Georges Marché? Écoutez, les relations, elles étaient pas mal. En fait, je l'imitais depuis un an. C'était en 78. Je faisais les petits matins de France Inter et un matin marchait bien. Et je dis à l'animateur, et j'aimerais bien le saluer parce que je l'imitais depuis un petit moment à la télé, etc. Et je lui ai dit, s'il rentre dans le bureau, ça voudrait dire qu'il est d'accord pour me voir. Quand j'ai vu que 20 mètres devant moi, il rentrait dans le bureau. Il était assez impressionnant physiquement, hein. Très grand, des yeux bleus. Je me suis présenté à Marchais et il m'a dit « Ah, c'est sympathique, vous savez, maintenant, à l'Assemblée, on me dit « Alors, t'as ton imitateur ?» Mais après, il a été moins content de ce que je lui faisais dire. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Philippe Bilger. Pierre Douglas, est-ce qu'il y aurait à la rigueur une personnalité aujourd'hui que vous auriez envie d'imiter ? Philippe Bilger. Vous savez, je suis arrivé à un âge où j'imite beaucoup de morts, voyez-vous. Oui, je comprends bien. Et dans les vivants, il n'y en a pas beaucoup qui m'inspirent. Ah ben voilà. Oui. En tout cas, heureusement que j'ai un public qui a de la mémoire. Pierre Douglas, merci mille fois, humoriste, chansonnier, comédien qui joue ce soir au Théâtre des Deux Ânes. L'habit ne fait pas le kir de Sylvain Beltran, dont c'est la première ce soir, donc un grand M, comme on dit. Et on espère que dans quelques temps, on dira cette pièce marchait bien. Voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup pour cette interview. C'est 3 €, mais vous réglez quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Bilger, quand on entend Pierre Douglas nous dire que effectivement c'est difficile aujourd'hui, plus de grandes figures, que ce soit du côté des journalistes que du côté finalement des politiques, et plus vis-à-vis des politiques, j'ai envie de dire. Alors Philippe, je voudrais d'abord prendre garde au fait de ne pas vouloir tomber dans une sorte de nostalgie ou déclinisme systématique. En ce qui me concerne, d'ailleurs, le raisonnement que vous tenez, je pourrais l'appliquer à beaucoup d'institutions et à beaucoup de serviteurs de ces institutions. Ce que je crois, en revanche, c'est que les journalistes politiques d'aujourd'hui n'ont pas, Elisabeth le disait tout à l'heure, la même densité culturelle, intellectuelle. Au fond, on devient un grand journaliste politique de la même manière qu'on est un grand professionnel dans d'autres domaines que si on sait sortir de sa spécialité. Moi, je suis frappé par l'écriture, l'analyse. Ce sont des gens qui ont de la culture qui dépassent très largement le champ strict de leur activité. Dans chaque génération, y compris dans les nouvelles générations, il y a des pépites. Des pépites sur le plan poétique, des pépites sur le plan journalistique. Le seul problème, c'est que la manière de faire de la politique et la manière, y compris d'être journaliste, a beaucoup changé. Oui, mais quand vous dites qu'il y a c'est aussi ces nouveaux codes qui nous font basculer dans de la nostalgie. Alors, vous pouviez aussi dire... Pourquoi des nouveaux codes? Nouveaux codes des réseaux sociaux, nouveaux codes des chaînes d'infos, nouveaux codes du zapping permanent qui fait que le débat politique ne peut jamais s'approfondir sur aucun sujet. Les émissions... Regardez les grandes émissions politiques qu'on avait. Aujourd'hui, c'est basculé à quelle heure? Oui, mais le talent personnel elle-même, il repose sur le même terreau. Oui, mais quand même, justement, parce que malgré tout, le média... modèle un peu le médiateur malgré tout, si vous voulez. Et ces gens sortent en plus de l'école que nous décrivons chaque jour, Philippe. Donc, effectivement, la déculturation a fait de grands pas. Mais il est vrai que moi, je rejoins complètement Philippe, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, si vous voulez, d'abord, effectivement, l'écrit avait beaucoup plus d'importance.
aujourd'hui, vous n'existez pas dans ce monde-là si vous n'avez pas votre ronde serviette à la radio, à la télé. C'est-à-dire, si on voit pas votre tête, vous n'existez pas. Il y a très peu de gens, alors qui, vous verrez, les grandes plumes du Figaro sont toutes quelque part. Donc et ça, je pense que ça joue. D'abord, ça prend du temps et du temps en moins, mais surtout le travail intellectuel est beaucoup moins valorisé. Et par ailleurs, c'est vrai que les gens avaient, c'est un peu absurde, mais c'est ce qu'on voit dans les films. Les gens avaient d'autres profils, ils étaient plus marrants, plus déglingues aussi. Et c'était moins des gens propres sur eux. Aujourd'hui, nous sommes très propres sur nous, les journalistes. Dans un instant, David sera avec nous. Petite question. Est-ce que les guignols de l'info, justement, participaient à cette starisation? Souvenez-vous, quand Jacques Chirac attendait, et on se souvient de ça, putain 2 ans, et on lui voyait faire des bébés de show, des choses comme ça. Rappelez-vous même, n'existe plus aujourd'hui. L'avantage politique que les guignols ont donné à Jacques Chirac, ils l'ont fait remonter. Non, mais c'est très je crois. Ils l'ont rendu populaire, en tout cas, ou accessible. Pendant les 2 ans où ils lui ont fait faire des chroniques sur les fenêtres, ça avait visiblement fonctionné avec le fameux putain. D'ailleurs, pardon Cécile, peut-être une autre perversion, je trouve, c'est que de plus en plus, on n'a plus d'humoristes purs et on n'a plus de journalistes politiques purs. Je pense aux guignols que vous venez d'évoquer, je les trouvais moins humoristes qu'idéologues, en ce qui me concerne. Bah oui, ils tapaient toujours sur les mêmes ambulances. C'était vraiment, excusez-moi, les guignols comme subversion. Franchement, c'était assez déplorable. Moi, j'ai jamais aimé les guignols, j'ai jamais trouvé ça courageux, en tous les cas. Mais ce qui m'a frappé dans ce que nous disait Pierre Douglas tout à l'heure, et qui d'ailleurs, ça me désole, si vous voulez, qu'on en soit arrivé à prendre pour une phrase absolument une citation réelle, quelque chose qui a été prononcé par un imitateur, si vous voulez. C'est quand même symbolique d'une sorte de confusion des genres, si vous voulez. C'est que maintenant on aurait besoin des humoristes, il faut que tout soit une blague en quelque sorte. Et le rôle pris par les humoristes dans l'information, et notamment à France Inter, je le dis, je suis désolé, si vous voulez, où ce sont comme l'a dit Philippe, des idéologues et des censeurs, si vous voulez, eh bien, et à mon avis aussi emblématique d'une sorte d'affaissement de la profession. Et d'apprendre que c'était pas une phrase de lui 50 ans plus tard. Je suis absolument sidéré par mon ignorance à ce sujet. 0826 300 300. David, vous vouliez réagir à tout ce qui a été dit? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, rendre hommage à Monsieur El Kabbach, le journaliste politique. Mais aussi, moi, je me rappelle du présentateur de Bibliothèque Médicis. Madame Lévy et Monsieur Bilger parlaient d'intellectuels, enfin on va dire de culture plutôt, excusez-moi, et Monsieur El Kabbach était capable de présenter Bibliothèque Médicis, ce qui est un autre niveau de certains journalistes politiques d'aujourd'hui, qui je pense ne sont pas en mesure de présenter ce genre d'émissions. Mais on ne les a plus, ces émissions. Oui, en plus on ne les a plus. Et moi je pense, alors Monsieur D'Artigol disait un peu le contraire, mais moi je pense qu'un grand journaliste politique, il est dépendant du personnel politique qu'il a en face de lui. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus des Georges Marchais, ce genre de choses. Et moi, alors, Monsieur Bilger parlait de nostalgisme. Moi, alors c'est pas du nostalgisme, mais lorsque je parle d'homme politique, moi je me remémore toujours Jean Gabin dans Le Président. Et je rêve d'avoir des hommes politiques qui soient capables de nous tenir des discours comme ceux qu'il y a dans nos films, ou comme avait fait Philippe Seguin en 92. Tout le monde n'avait pas Michel Audiard comme dialoguiste. Magnifique référence. Mais est-ce que à l'époque on interviewait les sénateurs, les députés, et finalement on ne voyait ou que les chefs de parti ou que les présidents, enfin à cette époque-là, donc forcément la démultiplication des prises de parole. Les médias étaient plus rudes, je pense, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Peut-être. Mais c'est surtout qu'à l'époque, ce qui s'est passé aussi, dont on a été contemporains, nous, c'est moi quand j'ai démarré, il y avait quand même pas autant de chaînes de télé, de radio, etc. Et d'ailleurs, avec feu mon ami Philippe Cohen, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelait Notre métier a mal tourné, ça nous frappait le fait qu'il y avait de plus en plus de médias qui racontaient de plus en plus la même chose. Et je dirais que depuis quelques années, ça s'est quand même idéologiquement
disons, il y a une beaucoup plus grande diversité. Je pense que tous les points de vue ont droit de citer aujourd'hui dans les médias. Donc, pas dans tous, mais il n'y a pas la même chose que mais déjà, Émile Beaufort, le président Gabin, dénonçait dans un très grand discours dans ce film le pouvoir des cartels, de la finance, du fait que la politique devait décider de l'avenir du pays. Et si la politique s'est appauvrie, c'est aussi que les alternances n'ont pas toujours amené à des changements radicaux de politique. C'est un libéralisme, je pourrais prendre des heures pour le décrire, qui a pris la main, et ça a aussi vidé la substance de la politique. Je crois, en 2 secondes, ce qui a changé aussi, c'est que même l'attitude humaine des journalistes politiques s'est dégradée. Aujourd'hui, pourquoi on n'a plus de grands journalistes politiques? C'est parce que ils ne sont pas loin de se considérer comme supérieurs à leurs invités. Et ça, c'est très grave. On attend d'eux des vertus humaines d'écoute, d'empathie, de questionnement, et ils les ont plus. Et la recherche du clash, peut-être, du buzz, la recherche du buzz par les réseaux sociaux, etc. Excusez-moi, alors il y a ça sur les réseaux. Je trouve que c'est un peu une tarte à la crème, cette histoire de recherche du clash. Moi, ce que je vis sur les plateaux, c'est surtout des gens qui essayent d'éviter les conflits, en réalité. C'est très... Non, mais la vérité, c'est que moi, je trouve que le conflit, c'est la vie, et qu'il faut pouvoir échanger des arguments. Or, avec cette multiplication des émissions de débat, des véritables débats, dans lesquels on peut effectivement avoir ce que j'appelle une dispute civilisée, sont de plus en plus rares. Donc, je ne crois pas qu'on recherche le clash, on cherche à le... D'ailleurs, on baptise clash n'importe quel truc. Voilà. Vous avez absolument raison, Philippe. Merci les amis, merci.